Paris ne dort jamais. À la tombée de la nuit, c'est une deuxième vie qui commence. Et elle est souvent mouvementée pour les policiers parisiens. 2 heures du matin, à plus de 140 km/h sur le périphérique, 3 équipes de policiers viennent de prendre en chasse une voiture avec de fausses plaques d'immatriculation. C'est cette petite voiture rouge sur la gauche. Peut-être un véhicule volé ou des délinquants en fuite. Tension maximale pour David, chef de la brigade de nuit du 20e arrondissement. Là, on accompagne les effectifs BAC de façon à encadrer le véhicule pour s'assurer qu'ils ne prennent pas la fuite. Donc on en a positionné un devant, un derrière, et puis nous en position sur le côté pour vraiment conduire l'individu et pouvoir procéder à leur contrôle. Bouge pas, les mains! Les mains devant! Je sais pas là. Les mains devant! Les mains devant! Interpellation spectaculaire sur la bretelle de sortie du périphérique. Aïe, ma main, ma main! Dans la voiture, 3 jeunes garçons. Ouais, ils ont mis du sparadrap sur la plaque. Les numéros de la plaque d'immatriculation ont été falsifiés par un bricolage de fortune. Des bouts de sparadrap pour transformer les 0 en 8. Perceuse à l'arrière. Ce n'est pas la seule découverte que va faire David. Vous avez vu là? Qu'est-ce qu'il y a? Fusil à pompe, c'est un factice, mais bon. C'est non plus. Je savais même pas qu'il y avait ça. Ouais, bah enfin bon. C'est un jouet. Ouais, ça plus la perceuse. Elle a peut-être été signalée pour un truc. Il y a un sac aussi là sous le passager. C'est quoi ça? Fusil à pompe. C'est un vrai? Non. Donc voilà, la voiture était faussement immatriculée, ou en tout cas avec des plaques maquillées. Et on a pu voir à l'apparence à l'arrière qu'il y a une perceuse, il y a des gants, il y a une arme factice là, que le collègue vous a montré. On a le nécessaire parfait pour du braquage. Grâce à David, c'est peut-être un braquage qui a été évité. Pour découvrir l'envers du décor de Paris la nuit, nous avons partagé pendant plusieurs mois le quotidien de ce lieutenant de police secours et de ses équipes. Vous avez envoyé de coups au sol? Ouais, ma fille quand j'étais à terre. Restez assis. Bagarre, course-poursuite et femmes battues, avec David, immersion dans les nuits chaudes du 20e arrondissement. C'est la police? Je voudrais qu'il soit pour d'autres qui me laissent tranquille, je vous en supplie, aidez-moi! Crise de démence, alcool et règlement de compte, c'est aussi le quotidien de Grégory, pompier dans le 10e arrondissement. Non, mais je vais foutre. Voilà. Regardez-moi. Vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux? Ok. Pour découvrir la face cachée de la capitale, nous avons aussi partagé les nuits de la police des taxis. Une brigade très spécialisée qui traque les chauffeurs clandestins. Police! Hop, stop, 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 coupez contact. Je risque quoi? Je risque... Vous risquez 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Si on fait ça, je me suicide. Enfin, notre enquête nous a conduit dans les sous-sols du métro, sur les traces d'une surprenante filière de travailleurs sans papier. C'est sans papier, on n'a pas le choix. C'est pour cela qu'ils nous exploitent comme des esclaves. Une plongée dans la misère humaine, à 2 pas des Champs-Élysées. « 22h30, commissariat central du 20e arrondissement, à l'est de Paris. C'est l'heure de la prise de service pour David. Ce lieutenant de 31 ans dirige la brigade de nuit de police secours. Depuis 1 an et demi, il a choisi la nuit. C'est parti pour 7 heures de patrouille dans le 2e plus grand arrondissement de Paris. Près de 200 000 habitants. C'est l'équivalent d'une grande ville de province, avec en moyenne une dizaine d'appels par nuit. J'ai été amené à voir quand même pas mal de situations, des plus dramatiques avec les personnes qui sont décédées seules chez elles, aux situations les plus cocasses. On est appelé pour des tapages ou des bruits suspects dans un bar tabac. Et on s'aperçoit en arrivant que les bruits suspects, c'est tout simplement monsieur et madame qui sont en plein débat. Et
et qui avait troublé le voisinage. Donc tout ce qui est imaginable arrive en police secours. 23h, première alerte. Direction Ménilmontant, au cœur du 20e arrondissement. C'est la police! C'est la police, madame! On n'a pas l'air en forme. David et son équipe viennent d'être appelés pour un différend familial. Une dispute de couple qui aurait dégénéré. Ça c'est dit. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce monsieur-là, je voudrais qu'il me foute la paix, monsieur. Calmez-vous. Vous reculez, monsieur? Il faut pour tout. Vous reculez, David monsieur se montre prudent. L'homme et la femme sont alcoolisés. La situation est explosive. Oh, oh! Mais moi, je commence à en avoir ras le cul. Il va sortir, il va venir Connard, avec nous. dégage, va. Dégage, sors d'ici. Après avoir séparé les deux compagnons, les policiers doivent s'improviser médiateurs. Car la violence cache en fait un profond désespoir. Je suis au bord de la dépression, je suis malade, monsieur. C'est le père de ma vie, mais en même temps, quand je souffre, parce que il boit, il fume, tous les stupéfiants passent dans son sang, et moi, je ne peux plus supporter ça. Je voudrais qu'il faut pour tout qu'il me laisse tranquille, je vous en supplie, aidez-moi. Comment? Maintenant, elle a 4 ans bientôt. Vous avez bu ce soir? Fumé? Un petit peu fumé, un petit peu bu? Juste bu? Si elle veut pas que vous restiez, monsieur, vous n'allez pas pouvoir rester, quoi. Va falloir que vous sortiez, quoi. Au moins pour ce soir, quoi. Elle est un peu énervée. Chacun de son côté, ça se calme. Et puis demain, elle voudra peut-être bien que vous reveniez, quoi. Et pas de dispute, hein. David a négocié que l'homme quitte l'appartement pour la nuit. Ce n'est pas la première fois que la police intervient chez eux et que la femme prépare le sac de son compagnon. Je vous en supplie, je vous demande juste de l'éloigner de moi. Ah mais il part là de toute façon. Voilà. Mais c'est pas il part, il revient. Ah bah, désolé, il n'a pas les clés, donc il peut pas revenir. Il dégage, il va en prison. Au revoir. Finalement, ce qui a commencé en dispute se termine en vaudeville. Votre linge? Propre. Pliez le linge. Il est propre. Tout le linge propre dedans. Tout le linge propre. Ouais. Faire retrouver une nana. La brosse à dents. Il doit rester une brosse à dents. Dentifrice. Pas de dentifrice? Non. Allez, bonne soirée. Tiens ça, grand chef. Allez, viens. À lui de se trouver une solution pour la nuit. L'essentiel pour David, c'est que tout risque de violence soit écarté. Comme vous avez pu le voir, c'est pas trop un rôle de policier, quoi. C'est un peu assistante sociale au niveau du couple, quoi. On essaie de faire en sorte que le monsieur quitte les lieux conformément aux souhaits de madame et que ça se passe le mieux possible, quoi. Quelques minutes plus tard, les policiers décident de revenir devant l'immeuble pour s'assurer que l'homme est bien parti. Ça se termine avec nous, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas rester ici, monsieur. Y'a pas de piste, y'a rien. Faut prendre un taxi. Taxi, Bah ouais, sinon ça va se terminer avec nous. le taxi, tu me payes le taxi. Je paye pas le taxi, monsieur. Mais vous voulez faire quoi? J'ai rien. Vous pouvez pas rester ici. Les gens ils vont nous appeler parce que vous êtes dans le hall d'immeuble. Faut trouver un autre endroit. Ben, je dors dans l'escalier. Non, pas ici. Dormez pas dans l'escalier ici. Allez à l'hôpital, ils vous hébergeront pour la nuit. Je suis pas malade. Mais c'est pas une question d'être malade, c'est que quand on a nulle part où dormir à l'hôpital, ils vont vous accepter. Au moins pour passer la nuit, quoi. Ouais, voilà. Allez, bonne soirée. Quoi? Rien. Bon alors, vous avez une meilleure idée? Là tout de suite là? Ouais. Maintenant? Ouais. L'histoire pourrait prêter à sourire, mais les policiers ne la prennent pas à la légère. Car chaque jour, plusieurs femmes meurent à la suite de violences conjugales. J'ai intervenu rue Saint-Fargeau pour une femme qui avait été battue. On avait interpellé son concubin qui l'avait battue en attendant celle-ci, après les soins, à y déposer plainte, ce qu'elle n'a jamais fait. L'individu a été vraisemblablement remis dehors.
Et 15 jours plus tard, on est réintervenu à la même adresse, sauf que la dispute là avait dégénéré et que la femme avait été poignardée à plusieurs reprises par son concubin. Quelques minutes plus tard, la deuxième affaire de la nuit. Les victimes sont des prostituées slovaques qui ont été détroussées. Ils ont pris mon sac et lui l'a ramené à moi. Après, ils ont pris mon portable et même pas un policier. Quand j'ai pas besoin de vous, vous êtes là. Et quand j'ai besoin, vous n'êtes pas là. Et ils sont partis par où? Ils sont partis, je ne sais pas d'où. Par là? Par là? Par là. Par où? Par là? Normalement. D'accord. Au niveau de la tenue, comment ils étaient habillés? Comment? Ah, une veste blanche. Une veste blanche. Et vraiment, c'est ce que tu veux. Veste à capuche? Mon vestiaire. Donc on a deux individus qui leur avaient pris le téléphone portable et puis arraché le sac à main. Mon sac à main, a priori, elles ont réussi à le récupérer, j'ai pas trop bien compris comment. Par contre, les deux individus ont pris un téléphone portable dans sa poche et puis sont partis en courant. Les agresseurs sont peut-être toujours dans le quartier. Les policiers diffusent leur signalement à toutes les voitures en patrouille. Il y en a un, il aurait les yeux clairs avec un cocard sur l'œil gauche et un autre une veste blanche. Quelques minutes plus tard, la BAC du 12e arrondissement interpelle un suspect qui correspond au signalement. Il est rapatrié en fourgon de police pour une confrontation express. C'est lui ou pas? C'est lui là. C'est lui là. C'est lui? Oui, mon portable de mon poche. Qui a pris le portable? Oui. Il y en a encore une petite avec les bleus là. Le beurre noir. Very français police. Good, very good. Pour David, c'est une affaire presque réglée. Dès qu'on a entendu le message, on s'est présenté, voilà, donc c'est jamais assez vite pour les victimes malheureusement. Là, on a fait ce qu'on a pu, on en a un sur les deux, donc c'est bien quoi. Par contre, on n'a pas le téléphone. On en a au moins un des deux, on a le dépôt de plainte, donc c'est une affaire qui pourra être correctement menée. Reste à retrouver les téléphones volés et répondre aux nouvelles alertes. Car pour David, la nuit va être mouvementée. Les nuits agitées, c'est aussi le quotidien des pompiers, comme ici, à la caserne de Château-Landon, dans le 10e arrondissement de Paris. Pour Grégory, 27 ans, caporal-chef, pas une minute à perdre. Une agression au couteau, c'est un cas d'extrême urgence. La victime est peut-être en danger de mort. Adulte. Non. D'après les renseignements qu'on a, ça devrait être assez important. Dans ce cas-là, on va arriver, on va voir ce qu'a la victime déjà. Ça peut être une détresse vitale, ça dépend. Ça dépendra d'où a été pris le couteau. 5 minutes plus tard, arrivé à la Goutte d'Or. Ouais, arrête-toi là, de toute façon. Un quartier populaire, coincé entre Barbès et le périphérique. Secours à victime. La police est déjà sur place. Vous savez ce qui se passe ou pas exactement? Le couteau, c'est... D'accord, il l'a pris, le couteau? Je sais pas, il a du sang de partout. D'accord. C'est où, c'est là? C'est par ici? Bonsoir. La victime est un jeune garçon d'une vingtaine d'années. Il est sous le choc. 4, 5, je crois qu'il doit en avoir un sixième peut-être. Ah, Monsieur, monsieur, regardez-moi. Vous m'entendez? Ah d'accord, vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux? Grégory rend compte de la situation par téléphone à un médecin des pompiers de Paris. Donc les coups de couteau, moi j'appelle, c'est parce qu'il en a pris au niveau du cou. Il a 2 coups de couteau au niveau du cou. Il en a 2 au niveau du nez et 1 sur la pommette. Il en a un aussi derrière l'oreille, côté gauche. Et en fait, il a perdu pas mal de sang au niveau de l'ascenseur. Il est dans un ascenseur qui fait à peu près, je dirais, dans les 2 mètres carrés. Et l'ascenseur, il est rempli de sang au niveau du sol. Donc c'est un couteau à steak avec une lame d'à peu près 12 cm de longueur. Les coups de couteau auraient pu être mortels. La victime s'en tire à bon compte. Selon le premier constat des policiers, le jeune garçon s'est rendu chez son agresseur en milieu de soirée. Il y aurait eu une altercation entre eux. L'auteur des coups de couteau est retranché dans l'appartement. Vous êtes quand même dans la merde, vous avez foutu 7 coups de couteau dans la gueule à un mec. Il va falloir vous expliquer un petit peu, hein, c'est la police, hein, c'est pas la poste. Hein. Règlement de compte, petit trafic qui tourne mal. Pour en savoir plus, les policiers décident de placer l'auteur des coups de couteau en garde à vue, mais aussi le blessé.
Bah, disons que Baron, il est pas tout blanc dans l'histoire, hein. C'est pas pour rien. D'accord, vous avez une équipe là ou pas? On est à côté, on va déclencher quelque chose. Placé sous escorte judiciaire, le blessé est évacué vers l'hôpital le plus proche. Une fois soigné, il sera placé en garde à vue avec son agresseur. Des interventions comme celle-ci, c'est presque la routine pour Grégory. Depuis qu'il est arrivé de Reims, il y a 5 ans, le pompier a découvert les quartiers chauds de la capitale. Barbès, avec tout ce qui va être les rues annexes perpendiculaires, on va dire Mira, la Goutte d'Or, toutes les petites rues qui sont autour, qui sont assez fréquentées, mauvaise fréquentation on va dire la nuit. C'est les quartiers qui sont un peu plus risqués que d'autres. La mission des pompiers s'arrête à la porte de l'hôpital. Ils ne sauront jamais que finalement, le jeune garçon a été relâché sans être poursuivi par la justice. Une fois que l'intervention est terminée, c'est pas qu'on oublie la victime, c'est pas qu'on oublie l'intervention, mais on a fait notre travail. On se souvient de ce qu'on a fait, mais on prend pas ça à cœur. Pas le temps de s'émouvoir. Les pompiers de Château-Landon peuvent enchaîner jusqu'à 70 interventions par tranche de 24 heures. On rentre, on repart, ou des fois on rentre, là on est en train de rouler pour rentrer à la caserne, on est disponible. Ça se trouve on va être redirigé. C'est-à-dire qu'on verra même pas la caserne. Et il ne croit pas c'est bien dire. 300 mètres avant la caserne, un attroupement attire soudain son attention. Vous faites quoi là? Venez les chercher là. Oh les gars, hé! Oh! Non, mais lui il est parti voir sa femme. Elle fait quoi là? Elle tient pas la route là. À mon avis là, elle tient pas la route là. Si vous pouvez voir, je vais la ramener au bord là parce qu'à mon avis elle va pas tenir la route. Pour Grégory, aucune hésitation. Madame! Prendre un bain en pleine nuit, c'est la noyade assurée. L'eau est à 6 degrés. Les deux baigneurs ne doivent pas être dans leur état normal. Monsieur, retrouvez sur le bord. La femme a déjà coulé plusieurs fois. Son mari a sauté tout habillé pour la sauver. Mais il a toutes les peines à surnager. Ça va aller? Ah, les pompiers. Je vais sonner le PS. Lui il a laissé, il va sauter aussi. Les pompiers, c'est des vrais frères. Ah, les pompiers, bien. Ouais. La jeune femme a décidé de mettre fin à ses jours, car on lui a volé son sac après une soirée bien arrosée. Elle est en pleine crise d'hystérie. Non, vous me faites mal. Merci madame. Non. Prends les bras là. Eh, madame, ça sert à rien ce que vous faites. Hein. C'est pas comme ça que vous allez récupérer votre sac. Hein. Monsieur, on va aller faire un tour à l'hôpital. Elle t'attend là. Elle est à côté, elle a besoin de toi. T'entends ou pas? Elle est à côté. Allez, monsieur. Juste à côté. Allez, lève-toi. Juste un petit peu de courage, tranquille. Hein? Allez, mec. Allez. Va ranger ta petite madame là et ça va le faire. Finalement, les pompiers décident de conduire l'homme et sa femme à l'hôpital pour examen. Ils ressortiront dans la nuit, réchauffés et dégrisés. Grégory leur a peut-être sauvé la vie, mais pas question de jouer les héros. C'est la deuxième fois que je fais ça. La première fois, c'était à peu près la même situation. Une dame qui a envie de mettre fin à ses jours. Et la plupart du temps, en fait, c'est des gens qui savent pas très bien nager. Et là, en l'occurrence, en plus, ils étaient alcoolisés. Je l'ai senti direct en arrivant dans l'eau. Là, je vais à la douche. Le vendredi soir, c'est aussi la période de pointe pour cette brigade un peu particulière, la police des taxis. Jérôme est l'un des piliers du service. Sa spécialité, les taxis clandestins. Ce soir, le fin limier est accompagné par 2 jeunes collègues, tout juste recrutés. « 2 heures du matin, c'est parti pour une nuit de traque au faux taxi.
On essaie de se faire assez discret. On regarde, on observe et puis s'il y a quelque chose, ben, on contrôle. Pour être discret, nous nous équipons d'une caméra cachée. Direction les grands boulevards, le terrain de chasse favori de Jérôme. Le policier part se mettre à l'affût près d'une station de taxi. Ces deux équipiers vont se poster un peu plus loin, prêts à intervenir. C'est la sortie des bars. Plus de métro et peu de taxis disponibles. La file d'attente s'allonge. Certains n'hésitent pas à passer devant les autres. Rapidement, le ton monte. Il y a la queue, ouais. Un petit peu dans l'ordre. C'est n'importe quoi. Bah ouais, mais en même temps, ça vous fait un pion, c'est bien quoi. Moi, je suis pas loin de vous balancer ma clope dans la gueule. Vous êtes vraiment, il y aura trop. Des clients qui s'impatientent dans le froid, une station bondée, des conditions rêvées pour les taxis clandestins. Après quelques minutes d'attente, Jérôme vient de repérer une voiture suspecte. Une voiture ordinaire, sans lumineux sur le toit, ni compteur. Ah, une voiture qui roule doucement, là-bas, la Mégane, grise. Ça, c'est intéressant. Ouais, elle vient de se garer, là, juste à côté. Non, il n'y a personne à l'arrière. Là, il nous regarde, il regarde toute la station. Peut-être intéressant. Il défait sa ceinture, il descend. Ouais, symbole. La technique de Jérôme, se faire passer pour un client impatient. La cible préférée des clandestins, avec les touristes. Il ne va pas racoler les femmes parce que les femmes, enfin, les jeunes filles ne monteront pas avec lui. Il fait un peu... Enfin, il va chercher un homme plutôt qu'une femme. Les femmes ne vont pas se risquer de monter dans sa voiture. Après quelques minutes de repérage, le conducteur de la Mégane grise aborde Jérôme. Dans le 13e. Combien vous êtes deux? Oui, je suis avec mon... Ouais. C'est vrai, moi je ne suis pas taxi officiel, mais j'ai fait un peu avec ma voiture. Vous êtes taxi? Non, je ne suis pas taxi officiel. Oh, je préfère prendre un taxi. Moi, je vous le dis, insistez. Merci. C'est gentil. L'homme est tombé dans le piège. Bingo. Mais le policier n'a pas le droit de jouer la part. Il faut maintenant attendre que le faux taxi charge de vrais clients pour l'interpeller en flagrant délit. Jérôme demande à ses deux collègues de se tenir prêts. Ils viennent de me racoler, mais il m'a dit qu'il n'était pas taxi officiel. Ouais. Il vient me racoler qu'à moi, cet homme. Quelques minutes plus tard, le faux chauffeur de taxi repart vers sa voiture, suivi par deux personnes. C'est bon, il charge, c'est bon. Ouais, il charge. Il charge, on se tient prêt. Montez dans le véhicule, je vous donne le top pour venir nous prendre, ok? Il prend la première à droite. Allez, venez, 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 go! Go, go, go! Putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Ses deux collègues se sont trompés de route. C'est donc au pas de course que Jérôme se lance à la poursuite du véhicule. Téléphone à la main, le policier ne décolère pas. Et après quelques dizaines de mètres, il décide de tenter le tout pour le tout. Jérôme réquisitionne un vrai taxi pour suivre le faux. Stop! Police! C'est la police. Suis par là. C'est les boers, c'est les boers. Quelques minutes plus tard, Jérôme retrouve ses deux coéquipiers perdus à quelques rues de là. Allez-y doucement. Première à droite, putain, qu'est-ce que tu fous? Allez-y, allez-y, allez-y. Première à droite après la station. Bon, allez, c'est là, stopper. C'est mort. Putain! Vous êtes nuls! Nuls! Putain, faut se bouger le cul! Merde! Oui, reste trop tard, on l'a paumé là. Tu m'as pas entendu quand je te disais la première à droite? Mais trop tard. Mais, On avait déjà mais tu tracé. m'as pas doublé. Je t'aurais vu passer. Ah si. Faut regarder les coéquipiers où c'est qu'ils sont. Jérôme est sous tension depuis une terrible affaire impliquant un faux taxi qui s'est terminé en meurtre. Le 15 avril 2008,
Susanna, une Suédoise de 19 ans, quitte une célèbre boîte de nuit de la rue de Rivoli. La jeune femme ne se méfie pas, elle se laisse convaincre par un chauffeur de taxi clandestin. Quelques heures plus tard, le corps de Susanna est retrouvé dans une forêt au nord de Paris. Son agresseur l'a violée, poignardée et lui a tiré 4 balles dans le corps. Le suspect arrêté est un violeur récidiviste, reconverti dans le taxi clandestin depuis sa sortie de prison. L'équipe de Jérôme l'avait déjà croisé. Alors pour eux, l'histoire a un goût amer. On l'avait déjà interpellé plusieurs fois pour des faits d'exercice illégal d'activité taxi. Et il a été assez facile pour nous de le reconnaître puisqu'on avait une photo de cet individu. Depuis, donc, nos dirigeants ont décidé d'augmenter nos effectifs. Nous étions une petite quinzaine avant, et là maintenant nous sommes 70. Ce qui nous permet d'être présents 24 heures sur 24 sur le terrain, sur la capitale. Cette augmentation d'effectifs a permis de créer la brigade de nuit de Jérôme. Pour lui, pas question de rentrer bredouille. 4 heures du matin, retour à la case départ. Le policier se remet à l'affût des clandés, comme il les surnomme. Il n'y a pas de profil type de taxi clandestin. Ce sont du jeune de 18 ans jusqu'aux retraités. Tout le monde peut faire taxi clandestin. Ce sont des fois des gens qui sortent de prison, des étudiants qui n'ont pas d'argent. Excusez-moi. Oui. Un peu plus haut sur le boulevard, ses deux collègues viennent d'être démarchés par un faux taxi. Un 406 coupé qui a proposé les services de taxi aux collègues. De toute façon, qu'il charge ou pas, on le suit. Je la vois, je l'ai en visu là. Je la vois. Tenez-vous prêts, hein. Ouais, on le suit, il va prendre un charge. Apparemment, c'est une vieille connaissance. Go. J'ai déjà interpellé, Jérôme. Ouais. Les policiers engagent la filature et quelques minutes plus tard, le faux taxi embarque 2 passagers. Il s'arrête aux gens. Tu le vois là? Prépare les brassards. Jérôme décide de passer à l'action. Attends qu'il s'arrête au feu. Il passe devant. Allez. Go. Sur le ring. Bonjour monsieur, c'est la police. Vous descendez du véhicule, je vous prie? Oui, bien sûr. Non, mais attendez, ça c'est des amis. Oui, bien sûr. Oui, je sais. Allez, venez. Hop, stop, coupez contact. Allez, vous sortez. On se connaît? Ce sont des amis, là, je fais pas de taxi, là. Hein. Non, on sait. C'est pour ça qu'on vous arrête. Bah non, mais c'est moi, des amis. Je fais pas de taxi. Posez les mails. Comme toujours, le chauffeur commence par nier. Vous reconnaissez mon collègue hein? Là, le monsieur qui est là. Sur les grands boulevards, monsieur. Vous lui avez proposé vos services de taxi. Venez avec moi. Combien vous leur avez pris? Pardon? Combien non, vous leur je vous prends. Je vous assure. Combien? Écoutez, je leur ai pris 10 €. Ah ben ouais, il y a un début. Bon, je vous le dis honnêtement. Bon, voilà. Comme vous le savez, je suis très dans une situation financière. On vous a déjà interpellé. Je vous ai déjà interpellé. Je vous ai déjà interpellé. Une seule fois. Bon, là c'est la 2e fois. Depuis que j'ai été interpellé, je vous assure, j'ai pas retouché le taxi. Ne me faites pas de misère, j'en peux plus. Ben, je comprends bien, mais nous on est là pour ça. Hein. J'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Je travaille pas, je touche rien, j'ai rien du tout. Alors, voilà pourquoi je fais ça. Et aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai fait 20 €. Renseignement pris, cet homme de 60 ans qui demande clémence n'est pas vraiment l'honnête citoyen qu'il a dépeint aux policiers. Conduite en état d'ivresse, outrage ou exercice illégal de l'activité taxi, il a déjà un lourd casier judiciaire. Et il vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme dans une autre affaire. Oui, je vous informe de l'interpellation de l'individu pour exercice illégal de l'activité taxi à 4h55 à l'angle du boulevard des Capucines et de la place de l'Opéra. Direction le commissariat pour la garde à vue. Les clients sont déjà repartis. Ils sont considérés comme des victimes. Le chauffeur du faux taxi, lui, risque gros. Lorsqu'il est pris en récidive, il y a une contravention et en plus de la confiscation du véhicule. Et ça peut aller jusqu'à des peines de prison. Maximum 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Après une nuit de garde à vue, le chauffeur clandestin est passé en jugement au début du mois de décembre. Il a été condamné à 3 mois de prison ferme. Mais des clandestins, il n'y en a pas que sur les grands boulevards.
Chaque nuit, ils investissent aussi les sous-sols du métro parisien. Souvenez-vous, ces images diffusées au journal de 20 h. On y découvrait des travailleurs sans papier exploités sur les chantiers nocturnes de la RATP. Nous avons pu remonter toute la filière. Et ce que nous avons découvert est plus que surprenant. Point de départ de notre enquête, une station des Beaux-Quartiers, dans l'ouest parisien. Nous équipons ce jeune Africain en survêtement blanc d'une caméra cachée. Nous l'appellerons Francis. 22 h, début du chantier. Francis rejoint un groupe de travailleurs sans papier. Une quinzaine de Maliens et de Mauritaniens. Pour 80 € la nuit, ils ont 7 heures pour refaire intégralement le quai. Alors que le métro circule encore, Francis et ses collègues commencent à casser le bitume. Pas de marteau-piqueur, pas de casque. Certains travaillent même en basket. Ici, les règles de sécurité semblent minimales. Et les conditions de travail, bien précaires. Ils ont accepté un tel chantier, car ils n'ont pas vraiment le choix. Vous êtes tous sans papier, là? Il n'y en a pas un seul qui... Il y en a un seulement qui a des papiers. Le chef a des papiers. Hein? Le chef a des papiers. Ouais. Et sinon, tous, vous êtes sans papier. Ces travailleurs sans papier ont accepté de nous rencontrer chez l'un d'entre eux. Selon Francis, leur porte-parole, la rénovation du métro parisien, c'est à eux qu'on la doit. Moi, je suis mauritanien. Bon, je suis venu en France depuis 2002. Bon, mes partenaires, c'est des Maliens. Bon, il y en a des gens qui sont venus, ça fait 6 ans. Il y en a des gens, ils ont là, ça fait 10 ans. Ça dépend, quoi. On travaille que dans les métros, les nuits. Tous les métros de Paris, c'est nous qu'on travaille dedans. Selon lui, c'est donc toute la rénovation des quais du métro qui se ferait dans l'illégalité depuis 7 ans. Le chef, là, il va mesurer. Exemple, il va dire qu'aujourd'hui, on va arracher 120 mètres, ou 100 mètres, ou 150 mètres. Ça dépend, quoi. Après, encore, c'est pas fini, hein. Le plus difficile, c'est l'asphalte. L'asphalte, c'est du goudron, en fait. Le goudron chaud qui est 250 degrés. C'est très chaud. Selon Francis, chaque nuit, les sans-papiers risquent leur vie. Une cinquantaine d'allers-retours par heure entre le camion de bitume et le quai. Avec 2 seaux de 25 kg dans les bras. Au total, 16 tonnes de goudron descendues au pas de course. Si tu tombes, tu es mort. Avant 4 h du matin, le chef il vient, il dit allez-y, on y va là. Avant 4 h du matin, il faut qu'on finisse, sinon lui aussi, il va se faire niquer. Donc c'est comme ça. Franchement, c'est un boulot qui est vraiment risqué. Ben, exemple, le cas de lui, là, voilà. C'est quoi ça? Ça c'est l'asphalte. Et puis, il n'y a pas que ça seulement. Il y a beaucoup de personnes qui sont blessées comme ça. Et on s'en fout de lui. Dès que tu es blessé, On n'a rien à foutre de toi. D'après Francis, tout le monde sait qu'ils sont sans papier. De la RATP jusqu'aux sociétés de travail temporaire qui les emploient. La ruse des sans-papiers pour se faire embaucher serait connue de tous. Exemple, si j'ai les papiers de mon frère, on se ressemble un peu. C'est avec ces papiers que j'amène à la boîte intermédiaire. Eux, ils le savent, ils ferment leur jeu, mais ils le savent. Et pourtant, lorsque nous interrogeons les sociétés d'intérim qui emploient Francis et ses collègues sans papier, la réponse est toujours la même. Nous n'engageons pas de personnes sans papier ou en situation irrégulière. S'il y a ce type de pratique ailleurs, ce n'est pas le cas chez nous en tout cas. Maintenant, effectivement, nous gérons des dizaines et des dizaines de salariés et il est impossible tous les jours de se rendre sur un chantier pour vérifier que ce sont bien les bonnes personnes qui sont sur leur lieu de travail. En fin de compte, sur le chantier, c'est une main-d'œuvre bon marché et qui se plaint peu. L'essentiel pour eux, c'est surtout les quelques euros qu'ils empochent par nuit de travail. Peu importe les conditions. Nous avons montré les images tournées en caméra cachée à ce syndicaliste de la RATP. Il se dit scandalisé par les conditions dans lesquelles sont réalisés les chantiers du métro. D'autant plus que, selon lui, l'absence de papier n'est pas la seule irrégularité. Tout est choquant dans ces images. Ils ont commencé le chantier alors que le trafic n'est pas interrompu, ce qui est complètement en dehors de toutes les procédures connues à la RATP. Attention, madame. Et donc, ils sont en train de demander aux voyageurs de se pousser pour pouvoir bosser.
Et c'est complètement hallucinant. Si la procédure était respectée, il faudrait attendre que la station soit fermée au public pour commencer les travaux. Résultat, le chantier prendrait 2 nuits et non plus une seule. Selon Hervé Goy, c'est donc pour faire des économies que la RATP fermerait les yeux sur certaines pratiques illégales. On vient de voir passer un métro, donc il y a un conducteur dans ce métro. Normalement, le conducteur doit être signal ça, parce que c'est problématique en termes de sécurité. Donc la responsabilité de la RATP est complètement engagée. Nous avons tenté de joindre la RATP. Malgré plusieurs relances, les responsables du métro parisien n'ont pas souhaité réagir à notre enquête. Retour à la surface, près de la place de l'Opéra, avec Jérôme, le chasseur de faux taxis. Selon lui, les chauffeurs clandestins sont nombreux, car c'est un business très rentable. Ça rapporte, hein. À 20 € la course. Un taxi clandestin qui présente bien peut facilement se faire 200 € par nuit. Jérôme vient de repérer une nouvelle voiture suspecte. Il prévient ses équipiers. Ouais, la rouge, là, avec les warnings. Vous tenez prêt? Le faux taxi s'est carrément arrêté à la station et racole sans aucune précaution. Il ne connaît pas. Vu l'attitude, il ne connaît pas. Non. Ouais, il fait monter. Il charge à l'arrière. Ouais, tiens-toi prêt, allume le moteur. On se tient prêt, on se tient prêt. Démarre doucement. Fait monter à bord. Prise en charge face au 27. Cette fois, la poursuite est de courte durée. L'interpellation a lieu quelques centaines de mètres plus loin, à 2 pas de la gare Saint-Lazare. Allez, tu te mets devant. Bloque-le là. Stop. Bonjour monsieur, c'est la police. Coupez le contact. Comme d'habitude, le chauffeur va commencer par nier. Il va même prétendre faire du bénévolat. Vous venez avec moi? Bien sûr. Les gens à l'intérieur, c'est qui? C'est des gens à qui je rends service, que j'ai croisés dans la rue et que j'ai vus avec des valises. Oui. Et vous les avez conduisés où? Dans le 17e apparemment, j'ai tapé l'adresse sur le GPS. D'accord, moyennant combien? Rien du tout pour l'instant, c'est Combien un vous allez service que je demander? rends. J'ai rien demandé pour l'instant. Problème, ce n'est pas du tout la version des faits que les clients ont livrée à l'équipier de Jérôme. Il y aurait pour 10-15 €. Ouais, non, 17. Ouais, non, 17e. Ok. Malgré tout, le faux taxi tente encore de se Je justifier. leur ai dit qu'il fallait qu'ils contribuent pour l'essence, ce qui est normal. Je rends service à des gens, il faut bien qu'ils payent. Vous savez qu'il y a des taxis pour faire ça? Comment? Vous savez qu'il y a des taxis pour faire ça? Oui, mais vous savez bien qu'à cette heure-ci, les gens, les taxis de nuit et les taxis de jour, ils ont du mal à... Vous n'êtes pas taxi? Non, je suis pas taxi, mais je rends service, je suis un bon citoyen. Vous savez que c'est interdit? Non, je sais pas que c'est interdit, sinon je l'aurais pas fait, monsieur. C'est de l'exercice illégal d'activité taxi. Ok? Vous posez les mains sur le capot, là. Bien sûr. C'est la 50e arrestation de faux taxis depuis que la brigade de nuit a été créée, il y a moins d'1 an. Cette fois-ci, le jeune homme s'en sort avec une garde à vue et un simple avertissement. Jérôme et son équipe ont encore de longues nuits blanches devant eux, car chaque semaine, de nouveaux taxis clandestins tentent leur chance. Retour avec David, le lieutenant de police secours. Là, on vient d'être appelé pour une personne qui sera en crise de démence à son domicile. C'est sa voisine a priori qui nous appelle, donc on va aller voir ce qu'il en est, et puis si c'est de notre ressort ou de celui plutôt des pompiers pour la conduire à l'hôpital, quoi. Une crise de démence, ce n'est pas une affaire banale. Et comme toujours, David ne sait jamais ce qu'il attend lorsqu'il franchit la porte d'un immeuble. Bonsoir madame, c'est vous qui nous avez appelé? Ça se passe où? Le lieutenant a été rejoint par une seconde équipe. C'est cette dame en peignoir qui a donné l'alerte. Elle a été réveillée par les cris de sa voisine du dessous. Une dame qui vit seule. Moi j'ai tapé. D'accord, vous l'avez pas entendu crier, vous n'avez rien entendu? Elle est toute seule? Elle vit toute seule? Ouais. Elle a déjà fait des cris. Derrière la porte, la femme bredouille quelques mots, impossible à comprendre. Madame, ouvrez la porte. Vous pouvez pas ouvrir? Vous êtes blessé?
Oui, elle avait laissé. La porte, elle est fermée à clé? Il n'y a pas de fenêtre? Pas de fenêtre entre les deux? Vous n'avez pas de balcon? Mais moi, je suis en haut, en fait. Ah, vous êtes en haut, d'accord. On est à quel étage ici? Au premier? Au premier. Ça fait où? C'est où, regardez. Ouais. J'ai regardé en bas. Essayez de nous ouvrir la porte, madame. Les policiers n'ont pas le droit de casser la porte pour entrer. Si la dame ne répond pas, il faudra appeler les pompiers pour briser une fenêtre. En attendant, David insiste. Madame, vous pouvez essayer de passer les clés sous la porte, là où il y a le ticket de métro? Est-ce que vous le voyez, le ticket de métro sous la porte? D'accord. Il y a des balcons ou c'est des fenêtres? Au bout de 10 minutes, toujours pas de réponse. David demande le renfort des sapeurs-pompiers. Vous pouvez faire appel au SP, là. La personne, je sais pas si elle est en crise de démence, mais en tout cas, elle semble être blessée, c'est ce qu'elle nous déclare, et être allongée au sol. Il n'y a pas moyen de rentrer dans les lieux, on l'entend tenir des propos, mais on a du mal à comprendre ce qu'elle dit. Donc est-ce que vous pouvez faire appel au SP pour une ouverture de porte? Quelques minutes plus tard, ce sont les pompiers qui vont prendre la décision radicale. Bah tant pis, hein, s'il faut casser, on casse. Hein. Allez. En passant par la baie vitrée du balcon, les policiers peuvent enfin déverrouiller la porte d'entrée à David. Ce que le jeune lieutenant va découvrir est malheureusement fréquent, mais il ne s'y habitue toujours pas. Et là, est-ce que vous avez mal? Hein? Vous avez mal là? Voilà, bah, les SP vont examiner la personne là qu'on a retrouvée au sol, donc elle n'est pas en crise de démence. Hein, c'est une personne qui, à mon avis, présente des troubles psychiatriques importants. Et puis ensuite, bah, je pense qu'elle sera conduite à l'hôpital pour une prise en charge. C'est là-bas qu'elle a sa place, plutôt qu'ici. Ou l'appart, c'est bien dégueulasse, quoi. Dans l'appartement, c'est le chaos. L'odeur est pestilentielle. C'est des trucs qui me surprennent toujours. Bon, on intervient, je ne vais pas dire régulièrement, mais c'est pas la première fois qu'on intervient dans des appartements aussi insalubres. La personne, je ne sais même pas si elle est cohérente, elle est à moitié nue, elle vit dans les excréments. C'est sans dessus-dessous et il n'y a rien. Il n'y a aucune logique. Là, on va l'emmener, elle va être hospitalisée. Et puis, à mon avis, jusqu'à la prochaine fois, puisqu'on a retrouvé plusieurs feuilles d'hospitalisation, donc c'est pas le premier séjour qu'elle va faire. Elle va être hospitalisée, puis elle va revenir ici, et puis je pense qu'on reviendra. Enfin, c'est pas la première fois, c'est une certitude, c'est pas la première fois que ça se passe comme ça, quoi. On peut pas transformer un appartement comme ça en une fois, ou alors ça fait des années que ça dure, et j'ai envie de dire c'est plus dramatique encore, c'est qu'on s'en est jamais soucié, et que c'est l'indifférence la plus complète, quoi. Sans l'appel de la voisine, combien de temps cette dame solitaire serait-elle restée cloîtrée chez elle, au milieu des immondices? L'intervention de David et des pompiers lui a sans doute sauvé la vie. Elle a été internée en hôpital psychiatrique. À Paris, l'an dernier, des dizaines de personnes ont été internées d'office pour troubles du comportement. Démence, violence conjugale ou course-poursuite sur le périphérique, jamais de routine pour David. Avec sa brigade de nuit, il doit faire face à toutes les situations. C'est jamais les mêmes missions, et ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se remet en question tous les jours, et à chaque intervention, on doit faire face à la nouveauté et régler le problème. Notre boulot, c'est vraiment ça, c'est régler le problème dans l'urgence. Le suivi, on s'en occupe pas trop. C'est vraiment, on a un problème qui nous est soumis, il faut le régler. Voilà, quelle que soit la manière, mais il faut le régler, et ce, le plus intelligemment possible. Le problème à régler est souvent dû à la combinaison de l'alcool et de la violence. Le cocktail détonnant des nuits parisiennes. 5 h du matin, fermeture des bars de nuit et des discothèques. C'est l'heure que redoutent le plus David, le policier, et Grégory, le pompier. L'heure des chagrins d'amour noyés dans l'alcool. Perdu à Paris. Vous êtes perdu à Paris. C'est aussi l'heure des disputes de bistrot qui tournent mal et des règlements de compte. Je l'ai vu à ça, et puis regarde où ça saigne partout. En somme, pour les policiers et les pompiers, c'est l'heure de ramasser les cadavres d'une longue nuit d'ivresse. Vous restez assis, monsieur. Non. Madame, quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Alcool et violence, c'est le cocktail détonnant des nuits parisiennes. Madame, s'il vous plaît.
Madame. Tellement d'ici croient que je suis alcoolique, ici, une petite descendant. Il n'y a personne qui m'a compris. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Aidez-moi. Je suis perdu à Paris. Vous êtes perdu à Paris. D'accord, calmez-vous. Cette dame a noyé un chagrin d'amour dans l'alcool. Dans ce cas-là, pas d'intervention médicale pour Grégory. Juste un peu de réconfort. Bon, maintenant vous arrêtez de pleurer, non, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir l'histoire depuis le début? Calmez-vous un peu. Un ami, il m'a joué avec mes sentiments et tout ça. Calmez-vous, calmez-vous. Ouais. D'accord? J'ai envie de parler avec la police. Dans l'arrondissement voisin, c'est une dispute de bistrot qui a mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Alcoolique. Ah, vous le connaissiez le monsieur ou pas? Bah vraiment, non. On va aller chercher un petit brancard. Complètement ivre, l'homme a une épaule luxée et un beau cocard. Il est comme anesthésié. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur, alors? Vous étiez dans la rue, vous marchiez? En fait, on allait picoler dans un café. D'accord. Et les personnes m'a recherché 50 minutes plus tard pour m'allumer. Il vous a roué de coups au sol? Ouais, elle m'a fini quand j'étais à terre. Et l'œil, c'était où, debout ou assis? Ou quand vous étiez allongé, je veux dire? L'œil, le coup à l'œil? J'ai un coup là. Ouais, sur l'œil gauche. Ouais, c'est bon. Dans tous les problèmes de violence qu'on peut avoir à l'extérieur, on va souvent avoir mise en cause des personnes qui sont en état d'ébriété, les violences conjugales, souvent un mari qui boit également. Donc l'alcool, c'est vraiment le facteur commun à toutes les interventions qu'on peut faire en police secours sur le 20e arrondissement. Au même moment, vers Barbès. C'est vous qui avez appelé? Je l'ai sorti, je l'ai vu à sang et puis il essaie de couler des chaînés partout. Il a mal à la tête, il avait une arme, il avait une avec quoi il a... Un repas bien arrosé s'est terminé en règlement de compte dans un restaurant africain. Moi, j'ai couru pour appeler mon mari et il m'a suivi pour me frapper. Selon plusieurs témoins, c'est elle qui aurait frappé la victime. Une version qu'elle conteste. Regarde comment je suis rouge. Comment je suis rouge. Il m'a pas frappé. Il m'a pas frappé. Ce qu'on va faire, moi je vais appeler la police, d'accord? En attendant, vous deux, vous rentrez chez vous, d'accord? Tranquillement, vous rentrez chez vous, et quand la police arrivera, je viendrai vous chercher. D'accord? En attendant la police, le caporal-chef doit jouer les médiateurs. Mais le rhum a surchauffé les esprits. Le pompier est complètement débordé. Bilan de la soirée, une lèvre éclatée, un œil au beurre noir et un début de dépression nerveuse. Tout le monde finira sa nuit aux urgences ou en cellule de dégrisement. Parfois, les soirées alcoolisées se terminent de façon beaucoup moins cocasse. En fin de nuit, la brigade de David vient d'être appelée en urgence. Près de la place Gambetta, en plein cœur du 20e arrondissement, un homme menace de tuer son colocataire. C'est un gars qui m'a agressé, il est revenu complètement ivre. Il est rentré, il a tout cassé dans la maison. J'essayais de le sortir pour lui donner un peu d'air. On est allé au bar, là, il a commencé à m'étrangler et tout. D'accord. Et monsieur vit ici ou pas? Oui, il est là, je l'héberge. Il y a longtemps que vous hébergez cette personne? Oui, d'accord. Ça va, monsieur? Une deuxième équipe de policiers est arrivée en renfort. Le colocataire s'est enfermé à double tour dans sa chambre. Vous pouvez ouvrir, monsieur, c'est la police. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ben, je suis bourré, mais je vais pas vous faire de problème. Vous êtes sûr que tout va bien? Oh ben, j'ai de la violence en moi. Hein. Bah, le problème, c'est que vous avez déjà tout cassé dans l'appartement, là. Je fais ce que je veux. Vous êtes chez vous, ici, monsieur? Je paye un loyer. Vous payez? Le policier pensait régler le problème en discutant. Mais l'homme a un comportement étrange. David doit faire preuve de fermeté. Il n'est pas à votre temps non plus. Ah, mais ça, on est bien d'accord. Ça, de ce côté-là, on est tous d'accord. Je vais vous faire des problèmes. Vous allez me faire des problèmes? Oui. Reculez, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas la peine. Reculez un petit peu, s'il vous plaît. Monsieur, reculez, s'il vous plaît. Bah, me poussez-moi pas comme ça. Bah, je vous pousse, monsieur, parce que je vous demande de reculer. Je vais vous fracasser le crâne à coups de marteau. Je crois pas. Ah, rien du tout, il n'y aura pas de violence, tout va bien se passer. Vous habillez, monsieur? J'ai pas envie. Vous voulez pas vous habiller? Ben, j'arrive pas. Allez, vous venez avec nous. Ben, soyez gentil. Eh ben, je vous ai fait? Monsieur, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, vous venez avec nous et ça en reste là. Allez, vous venez avec nous, on s'en va. Ben, je peux prendre mon t-shirt. Allez, on verra ça plus tard. Ah oui.
Et je m'en fous, hein. Ouais, mais c'est bien, allez, on y va. Je vous annonce l'interpellation d'un individu pour dégradation volontaire de biens privés, ainsi que des violences à l'égard du requérant. La victime a décidé de porter plainte. Direction le commissariat. L'homme qui s'était apaisé pendant le transport change à nouveau d'humeur. Malgré ses 35 ans, il se comporte comme un gamin. Vous pouvez vous asseoir et vous ne le faites pas, c'est tout. T'es un trouillard, t'as pas de couilles. Asseyez-vous, je vous ai dit. Assis. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous restez assis, monsieur. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, je vous demande de vous rester assis. Enlève ta main. Vous restez assis. Enlève ta main, fils de... Attention à qui? À toi? Mon père, il m'a battu, fils de... Bon, ta mère, tu sais qui c'est? Elle peut être gentille. Mais je suis un fils battu. Je te jure que c'est vrai. Et j'ai pas choisi. Oui, d'accord. Il y a eu un geste à ma direction. Il a été virulent ici. Il y a eu des crachats qui ont été sur les collègues, des insultes. On peut effectivement ensuite déclencher une procédure d'outrage, les caractériser. Simplement, c'est pas trop dans notre politique ici. C'est pas quelque chose qui se fait. On prend ça comme les impondérables du métier. Si ça avait été physique, ben là, on aurait certainement enclenché une procédure pour des violences à notre égard. Là, c'est du verbal, on en reste là, la personne est ivre. C'est peut-être quelqu'un qui simplement traverse une mauvaise passe, donc on en restera là. Il n'y aura pas de poursuite de notre part sur les gestes. On va mettre un masque? Je le sens pas. Il est pas stable. Un masque pour éviter les crachats. On va rester calme, je vais ouvrir la porte, pas de coup de pied dedans. Ça marche? Et direction l'hôpital. Allez-y, installez-vous, monsieur. Il n'y a pas de coup de pied, il n'y a rien. Allez, montez au milieu, je m'installe à côté de vous. Avant toute mise en cellule de dégrisement, la procédure impose un passage par les urgences pour un examen médical. Il faut s'assurer que l'état physique de l'agresseur est compatible avec sa détention. Arrivé à l'hôpital, nouvelle saute d'humeur. Ouais, c'est... Putain, vous me faites très mal, là. Vous êtes des médiocres. Tout calme, et d'un seul coup, il part. Non, je vous ferai pas de problème, je vous assure. Hein. J'ai pas envie. Ah! Oh, ma main est libre. Mais je vais pas l'envoyer sur vous. Vous êtes trop con pour moi. Bon, monsieur, s'il vous plaît, là, maintenant. Monsieur, monsieur, c'est l'homme lui-même qui va fournir une explication à son comportement. Elle m'a dit que j'étais... Elle m'a dit que j'étais schizophrène. Vous y croyez-vous ou pas? C'est un médecin qui vous l'a dit? C'est le docteur. Donc je pense qu'elle a raison. Donc je pense qu'elle a raison, ouais. Mais elle a pas dit que j'étais méchant. Bah écoutez, si elle l'a pas dit, c'est que ça ne doit pas être le cas. Je suis pas quelqu'un de méchant comme vous. Bah écoutez, tant mieux pour vous. Restez assis, monsieur. Restez assis. Oui, asseyez-vous, je vais le faire. Oh! Allez, rattachez-le. Allez, attache-moi. Mais vous avez aucun humour. L'examen médical confirmera la schizophrénie, un grave trouble du comportement. Venez avec moi. Mais comme dans la plupart des cas, l'homme ne sera pas conduit à l'hôpital psychiatrique. Il sera simplement placé en cellule de dégrisement pour la nuit et remis en liberté le lendemain matin. Vérifiez que vous n'avez rien de dangereux sur vous. J'ai rien. Voilà, on vérifie. Après, on va vous mettre dans une cellule. En dégrisement. C'est ça. Quelques heures de sommeil pour le schizophrène et une nuit bien remplie pour David. Au total, le lieutenant de police secours va encore réaliser une dizaine d'interventions jusqu'à la fin de son service, à 6 h du matin.